Bienvenue dans la deuxième partie de Demain à la Une. C'est François Hollande qui l'avait annoncé l'été dernier. La France met définitivement fin à son opération militaire Sangaris en Centrafrique. Ce sera donc ce lundi, 31 octobre. L'opération avait été lancée en décembre 2013 sur fond d'affrontements intercommunautaires. 3 ans plus tard, les forces françaises devraient passer le relais à la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA. Pour en parler, j'ai à mes côtés notre rédacteur en chef et spécialiste Afrique, Jean-Karim Fall. Bonjour Jean-Karim. Bonjour. Merci d'être avec nous et en face de vous, notre grand reporter qui a déjà été d'ailleurs et qui avait couvert effectivement ce conflit en Centrafrique, Mathieu Mabin, bonjour. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous. On va tout d'abord commencer par la situation aujourd'hui. Donc je m'adresse à vous, Jean-Karim. Quelle est la situation en Centrafrique aujourd'hui ? Écoutez, pour faire simple, la situation n'est pas bonne. Elle est même très mauvaise. Vous savez, je crois qu'il y a eu d'immenses espérances à la suite de l'élection de l'actuel président, Monsieur Touadéra. Il se trouve que, compte tenu de la situation à la fois politique, à la fois économique, si vous voulez, un certain nombre de promesses n'ont pas été tenues. Et les Centrafricains, le Centrafricain de base, a l'impression que c'est un cycle sans fin. C'est-à-dire, que se passe-t-il aujourd'hui sur le terrain ? Vous avez des milices diverses et variées qui ne sont pas en plus toutes forcément Séléka. On en reparlera tout à l'heure. Mais si vous voulez, l'autorité de l'État semble se limiter pour l'instant à Bangui, la capitale, éventuellement à quelques grandes villes où il y a une présence militaire onusienne. Sinon, pour le reste, c'est un vaste Far West, c'est-à-dire qu'une grande partie de la Centrafrique est liée à des petits seigneurs de guerre qui se financent avec l'exploitation du diamant et de l'or. Et vous avez donc cette insécurité permanente qui fait qu'aujourd'hui, à Bangui, vous avez une grande partie de l'opinion publique qui est en train de se dire « mais à quoi ont servi et à quoi servent les forces onusiennes, à quoi ont servi, et même si elles s'en vont, à quoi servent les forces françaises, et que fait le gouvernement ?» Et on en arrive donc à ces multiples manifestations. On l'a vu la semaine dernière dans la capitale. Alors, on va revenir sur l'opération Sangaris avec vous, Mathieu. Revenons un peu en arrière, c'était en 2013. Alors, on parlait à l'époque d'une opération mise en place un peu sans vraiment trop de moyens, dans la précipitation. C'était à l'époque où il y avait ce conflit intercommunautaire qui avait éclaté, qui était très violent. Dans quelle situation ça avait commencé ? Alors, tout d'abord, il y a une chose qu'il faut bien rappeler et dont il faut absolument se souvenir pour comprendre la crise centrafricaine d'aujourd'hui, c'est que le déclenchement de l'opération Sangaris n'est pas du tout une réaction à un affrontement intercommunautaire. La force Sangaris avait choisi de se déployer pour organiser une transition présidentielle qui n'annonçait absolument pas un affrontement intercommunautaire comme celui qu'on a observé. Le 5 décembre 2013, les observateurs qui étaient présents à Bangui, il y en avait quelques-uns, une équipe de France 24 était sur place, a été absolument stupéfait de la tenue des événements et de la violence qui s'est déclenchée ce 5 décembre 2013 à Bangui. Personne ne s'y attendait, absolument personne, au point que pendant les 2 ou 3 jours d'affrontement entre ce qu'on appelle désormais les ex-Séléka et les anti-Balaka... Alors, les Séléka, pour rappeler, ce sont les rebelles musulmans et les milices chrétiennes, ce sont les anti-Balaka. Même si, je crois que... C'est un peu plus compliqué que ça. Quiconque a un petit peu évolué en Centrafrique n'aime pas cette confrontation religieuse parce qu'elle est artificielle. Il n'y a pas dans l'ADN centrafricain, et Jean-Karim ne me dédiera pas, je pense, de volonté d'affrontement religieux. Ça, c'est vraiment nouveau. Et c'est très probablement fabriqué, probablement par le dernier président avant la crise, le président Bozizé, qui avait un petit peu excité les populations en rappelant ces antagonismes-là, en les créant en réalité. Mais ce qui a frappé les consciences le 5 décembre 2013, c'est d'abord la stupéfaction, l'incrédulité face à la violence de l'affrontement qui n'avait été anticipée par absolument personne, et surtout pas par les militaires français sur place. Alors, on va parler de ce qui s'est passé par la suite avec les troupes françaises, mais parlons un petit peu de ces troupes qui étaient sur place, puisque beaucoup d'entre eux avaient dit qu'on n'avait pas les moyens, qu'ils n'avaient même pas où dormir, etc., puis qu'ils n'avaient pas de directive très claire, entre autres vis-à-vis des Tchadiens qui étaient là, et vis-à-vis des horreurs qui vont suivre l'arrivée de ces troupes.
Alors, vous parlez des troupes françaises? Absolument. Des troupes françaises. Alors, effectivement, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, et je crois Mathieu en a parlé tout à l'heure, c'est très important, c'est, si vous voulez, il y a dans la crise centrafricaine une dimension, je dirais, manipulation en général qui vient de l'ancien président Bozizé, qu'il faut vraiment prendre en compte, si vous voulez. Il y a effectivement des apprentis sorciers, des politiques, si vous voulez, qui sont là et qui incitent, je dirais, la population centrafricaine à se soulever contre le voisin musulman, contre le commerçant musulman, mais effectivement, je ne pense pas que ce soit dans l'ADN. Tout ça relève de la manipulation. Et les problèmes qu'il y avait également avec le contingent tchadien était un petit peu lié à ça, si vous voulez. C'est que on a très vite un certain nombre d'apprentis sorciers en République centrafricaine ont assimilé le contingent tchadien parce que nordiste, parce que musulman, au Séléka. Donc à partir de là, c'est vrai que la position des Tchadiens était devenue intenable, absolument intenable. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la mission des Nations Unies était vraiment très très faible. Il y avait très peu de casques bleus sur le terrain. Donc c'est aussi en raison de cette situation intenable du contingent tchadien que les Français ont décidé de monter en puissance grâce à l'opération Sangaré pour essayer, si vous voulez, de s'interposer. Parce qu'il y avait un tel degré de manipulation et c'est vrai qu'on était, à certains moments, on a vraiment frôlé la catastrophe en Centrafrique. Il a fallu le retrait du contingent tchadien d'une force multinationale, ce qui est une première, et tout simplement parce que ce contingent était tchadien. Encore une fois, c'était du jamais vu dans les opérations africaines des dernières années. Alors, il y a des soldats français qui ont été eux-mêmes poursuivis pour violence sur place. Alors, c'est pas tout à fait lié au conflit, il paraît que c'est un Centrafricain étranger à ce conflit qui avait un peu une sordide affaire de commerce, mais certains d'entre eux avaient expliqué que c'était justement tout ce climat très violent et très pesant qui a fait que les gens sont sortis de leur gants. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je crois beaucoup en ça. Je crois que la succession d'affaires de mœurs ou même de droits communs qui ont touché les forces multinationales, parce qu'il n'y a pas que les soldats français qui ont été pointés du doigt dans ces affaires-là, visaient d'abord à déstabiliser les forces. L'histoire le dira, et on ne va pas faire de conclusions hâtives, parce qu'en plus les instructions sont en cours, mais en tout cas, il y a eu un effet redoutable sur le terrain. Ça a aidé à la désaffection des contingents multinationaux qui tentaient de rétablir l'ordre en Centrafrique. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que sans l'intervention de l'armée française et des contingents multinationaux, dont les Tchadiens, en décembre 2013, Bangui aurait connu des massacres d'une sauvagerie qui nous aurait largement rappelé le Rwanda. Et d'ailleurs, c'était la grande terreur de la communauté internationale. Oui, on en a beaucoup parlé. L'Élysée a réagi de manière aussi ferme, surtout pour ne pas retomber. Vous savez, le spectre du Rwanda plane sur toutes les décisions diplomatiques africaines de la France, en tout cas. Alors, aujourd'hui, les troupes françaises passent la main à la MINUSCA, donc les troupes onusiennes. 12 000 soldats déployés un peu partout, c'est suffisant, surtout quand on revient à ce que vous aviez dit au début de cette partie, à savoir que ça se passe très très mal sur place. Alors, si vous me permettez, je vais employer une expression, si on raisonne au kilo. Oui. Je parle sous le contrôle de Mathieu qui connaît beaucoup mieux que moi la chose militaire. A priori, 12 000 hommes. C'est pas bon. Non, ça pourrait éventuellement, ça pourrait le faire. D'accord. Mais le problème avec les forces des Nations Unies, c'est pas tellement une question, si vous voulez, de nombre. C'est une question de mandat. Et de périmètre. Une question de mandat et de périmètre. C'est-à-dire, ces casques bleus sont là pour quoi, exactement? Parce que très souvent, quand on regarde, si vous voulez, la chaîne de commandement aux Nations Unies est extrêmement lourde. Je vais être caricatural, mais quasiment, je dirais, pour intervenir, voire même pour tirer un coup de feu, à 15 heures, mettons, à Bangui, il faut aller demander la permission à quelqu'un qui est à New York. Et si la personne en question ne répond pas au téléphone, n'est pas devant son mail, vous avez la réponse le lendemain matin. Donc, c'est souvent un problème de mandat. C'est ça qui paralyse très souvent les missions des Nations Unies. Est-ce que c'est pas pour ça qu'aujourd'hui, on accuse aussi la France, finalement, d'abandonner la Centrafrique? Je pense pas qu'il s'agit d'abandon, parce que de toute façon, ça fait des mois qu'on sait que les Français pensent et cherchent à se retirer de Centrafrique, parce que Mathieu l'a évoqué tout à l'heure, l'intervention française en Centrafrique était une intervention qui
dans le temps, devait être limité parce que les capacités, à 6 mois, parce que les capacités de l'armée française, qui est, on en parlera sans doute, qui est aujourd'hui déployée sur plusieurs terrains, les capacités de cette armée ne lui permettaient pas de rester très longtemps sur le terrain. Donc tout le monde le savait, tout le monde le sait, que ce soit les Nations Unies, les Centrafricains, que l'intervention française, elle avait un début, mais elle avait une fin qui était connue. Alors justement, on va finir là-dessus. La mission du porte-avions Charles de Gaulle a engagé, lui, dans la bataille contre l'État islamique, contre l'organisation de l'État islamique, vient d'être prolongée. Est-ce que aussi c'est une manière pour la France de dire qu'elle ne peut pas être sur tous les fronts? Bien entendu. Évidemment, la France ne peut pas être sur tous les fronts. La France fait la guerre en Irak aujourd'hui. Vous savez, il y a les soldats français. Surtout avec une année électorale? Oui, mais pas seulement. Les décisions qui ont été prises par le ministre de la Défense, qui ne sont en fait que l'illustration des décisions du président de la République, auraient été prises par une autre administration. Il était inenvisageable de ne pas intervenir en Centrafrique. Il était inenvisageable de ne pas intervenir au Mali. Même si c'est pas terminé, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est qu'on se retire aujourd'hui parce qu'on a ouvert un autre front qui est beaucoup plus important. On a la reconquête de Mossoul. On se retire aujourd'hui parce qu'il faut se retirer tôt ou tard et qu'il faut passer le flambeau. C'est aussi une manière de contraindre la communauté internationale, de s'emparer du problème et de prendre ses responsabilités. Vous savez, lorsqu'il a été question d'engager l'Union européenne en Centrafrique, l'Union européenne n'a pas trouvé de soldats à mettre sur le terrain. Ça a duré des mois. Il y avait un état-major qui était déployé sur le terrain. On compte les soldats européens déployés en Centrafrique. Ça ne peut retomber que contre les mains des Nations Unies, mais Jean-Karim l'a dit à l'instant, quel conflit a été résolu par des casques bleus? On arrive au terme de cette émission. Je vous remercie, Mathieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Karim, d'avoir été avec nous pour toutes ces explications. Je rappelle donc que l'opération Sangaris s'arrête lundi prochain. Et je pense que Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, ira sur place d'ailleurs pour faire l'annonce lui-même. Donc, suite à cette annonce qui a été faite par François Hollande cet été. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis encore une fois pour ce nouveau numéro 2 Demain à la Une. Je vous retrouve avec le même plaisir la semaine prochaine, toujours à la même heure. En attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Et très bon week-end à tous.